Après 26 ans de mariage, elle a admis avec une désinvolture déconcertante m'avoir trompé lors de notre dîner d'anniversaire. Elle a ajouté qu'elle recommencerait sans hésiter. J'ai terminé mon assiette calmement pendant qu'elle attendait des larmes ou de la rage. Elle n'a eu ni l'un ni l'autre. Ce qu'elle a obtenu, c'est un avocat spécialisé dans le divorce, des comptes gelés et un test ADN qui a tout fait voler en éclats. Je m'appelle Jean-Luc Mercier. J'ai 54 ans et, jusqu'à récemment, je pensais avoir tout réussi, directeur administratif et financier pour une PME industrielle en région lyonnaise, 2 enfants devenus des adultes respectables, et un pavillon en banlieue que nous avions fini de payer 5 ans plus tôt. J'ai travaillé dur, j'ai subvenu aux besoins de ma famille et je suis resté discret. Ma femme, Valérie, 52 ans, était mon amour de jeunesse rencontré à l'université. Nous avions construit une vie ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Ce samedi soir-là avait commencé comme n'importe quel autre. Je suis rentré après avoir fait quelques courses pour trouver Valérie dans la cuisine, ce qui était inhabituel. Elle ne cuisinait presque plus, affirmant qu'elle en avait assez fait en élevant les enfants. Mais elle était là, debout devant la cuisinière, dans une robe noire que je ne lui avais jamais vue, remuant quelque chose qui sentait le vin cher et les mauvaises décisions. « Tu cuisines ?» ai-je demandé en posant mes clés sur le comptoir. Elle ne s'est pas retournée. Je me suis dit qu'on pourrait faire un bon dîner. Juste nous deux. La table était déjà dressée. Bougies, serviettes en tissu, la belle vaisselle en porcelaine de Limoges qu'on gardait pour Noël, du vin rouge et des verres en cristal qui captaient la lumière déclinante du soleil à travers la fenêtre. Cela semblait mis en scène, comme dans un film où quelqu'un s'apprête à annoncer une mauvaise nouvelle. Je me suis assis. Elle a apporté 2 assiettes. Une sorte de poulet rôti aux petits légumes. C'était bon, mais mon appétit disparaissait déjà. Quelque chose dans ses yeux, la façon dont elle me regardait puis détournait le regard, me disait qu'il ne s'agissait pas de raviver la flamme. Nous avons mangé dans un quasi-silence pendant environ 10 minutes. Elle a rempli son verre de vin 2 fois. Je n'avais pas touché au mien. Puis elle a posé sa fourchette, s'est adossée à sa chaise et a souri. Pas un sourire chaleureux, quelque chose de plus froid, presque triomphant. « Je dois te dire quelque chose », a-t-elle dit. J'ai levé les yeux de mon assiette. J'ai eu une aventure d'un soir. Elle a fait une pause, guettant une réaction sur mon visage. Et honnêtement, je le referai. Les mots ont flotté dans l'air entre nous comme de la fumée. Je sentais qu'elle attendait, espérant que j'explose, que je crie, que j'exige des détails, peut-être que je jette quelque chose. C'est ce qu'elle voulait. Elle voulait une réaction, du drame, une validation que je tenais encore assez à elle pour perdre le contrôle. Au lieu de cela, j'ai pris ma fourchette et j'ai pris une autre bouchée, j'ai mâché lentement, avalé, et posé la fourchette avec un soin délibéré. D'accord, ai-je dit. Son sourire a vacillé un instant. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire? Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je suis allé à l'évier, je l'ai rincé, essuyé et rangé dans le placard à sa place. Derrière moi, je pouvais l'entendre bouger sur sa chaise, la confusion palpable dans son silence. Jean-Luc, est-ce que tu m'écoutes seulement? Je me suis retourné, je l'ai regardé droit dans les yeux. Je t'ai entendu. Puis je suis monté dans notre chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis au bord du lit. Mes mains ne tremblaient pas. Ma respiration était régulière parce que ce n'était pas une surprise. Pas vraiment. C'était une confirmation. Et je me préparais à ce moment depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait l'imaginer. Le dossier sur mon ordinateur portable intitulé « Plan d'urgence » s'étoffait depuis 8 mois. Relevé bancaire, archives de mai, images des caméras de sécurité. Elle ne savait pas que j'avais activé une sauvegarde automatique sur le cloud. J'avais appris à être patient, à tout documenter, à attendre qu'elle fasse le premier pas. Et maintenant, elle l'avait fait. Au matin, quand elle s'attendrait à son café habituel apporté au lit comme je le faisais depuis plus de 2 décennies, elle découvrirait que certaines routines meurent en silence. Pas de cris, pas de supplications, juste le bruit de son monde qui commence à se dérober sous ses pieds, un compte bloqué après l'autre. Les dimanches matins suivaient un rythme précis. Je me réveillais à 6h30, descendais, moulais les grains de café que Valérie préférait, achetais dans cette boutique hors de prix du centre-ville, préparais une cafetière pleine, lui versais une tasse avec juste un nuage de lait et un demi-sucre.
et la montait sur le plateau en bois que sa mère nous avait offert il y a des années. Elle s'étirait, souriait, faisait semblant que nous étions encore le couple de nos photos de mariage. Ce matin-là, je me suis réveillé à 6h30 comme toujours, mais au lieu d'aller à la cuisine, je me suis habillé. Pantalon de costume, chemise repassée, le blazer bleu marine que je portais pour les réunions trimestrielles du conseil d'administration. Je me suis coiffé, j'ai mis de l'eau de Cologne, j'ai pris ma mallette en cuir dans le placard. À 7h15, je descendais les escaliers, clé en main, quand j'ai entendu du mouvement dans la chambre. La voix de Valérie, pâteuse et confuse, a traversé la porte. « Jean-Luc, tu fais le café ?» Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher. Dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, je l'ai bu lentement en regardant par la fenêtre notre jardin. La balançoire que nous avions construite pour les enfants était toujours là, rouillée maintenant, mais debout. Je me souvenais de Thomas à 5 ans, Chloé à 3 ans. Tous les deux riant pendant que je les poussais de plus en plus haut. Valérie était à l'intérieur au téléphone avec sa mère, regardant à peine. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Plus rapide maintenant, urgent. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de la cuisine, les cheveux en désordre, portant ce peignoir en soie que je lui avais offert pour Noël il y a 3 ans. Celui qu'elle trouvait trop cher, mais qu'elle portait constamment quand elle voulait se sentir élégante. « Où vas-tu » a-t-elle demandé. J'ai posé le verre dans l'évier. « Dehors. »« Où ça ?»« On est dimanche matin. » J'ai pris ma mallette, je l'ai regardée directement. Le mot de passe du compte joint a été changé. Son visage s'est vidé. « Quoi ? Tu m'as entendu. » Je suis passé devant elle vers la porte d'entrée. Elle m'a suivi, la voix montant dans les aigus. « Jean-Luc, de quoi tu parles ? Pourquoi changerais-tu le mot de passe ? » J'ai ouvert la porte, suis sorti dans l'air frais du matin. « Essaie de te connecter. Tu verras. » Jean-Luc. Elle était debout sur le perron maintenant, pieds nus, bras croisés. C'est ridicule. Remets-le comme avant. Je suis monté dans ma voiture, j'ai démarré le moteur. À travers le pare-brise, je pouvais voir son visage passer de la confusion à la colère. Elle a sorti son téléphone, essayant probablement d'accéder au compte sur le champ. Je savais ce qu'elle verrait. Accès refusé. J'ai reculé dans l'allée et je suis parti. Dans mon rétroviseur, elle était toujours là, téléphone à la main, semblant plus petite que je ne l'avais jamais vue. Je ne suis pas allé au bureau. Je suis allé dans un café à 3 villes de là, le genre d'endroit où personne ne me connaissait. J'ai commandé un café noir et une tartine, je me suis assis près de la fenêtre et j'ai sorti mon téléphone. Déjà 3 appels manqués de Valérie. Puis un texto. C'est quoi ce bordel ? Un autre. Tu es dramatique. Un autre. Je n'ai pas le temps pour ça. Répare le compte. J'ai mis mon téléphone en silencieux et ouvert mes emails. Le message que j'avais rédigé la veille était toujours là, prêt à partir. Objet, mise à jour accès compte. Destinataire, notre conseiller financier, notre expert comptable, notre notaire. J'ai cliqué sur envoyer. Dans les 20 minutes, Valérie essaierait de les appeler tous les 3. Ils lui diraient tous la même chose, Monsieur Mercier a demandé des restrictions temporaires sur les actifs communs en attendant une révision juridique. Pour toute question, veuillez consulter votre propre conseil. Votre propre conseil. Ces 3 mots tomberaient comme un coup près. J'ai fini mon café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à passer en revue la phase suivante. À midi, son abonnement au spa serait rejeté. À 14h, le paiement du club d'énologie échouerait. Dans la soirée, le prélèvement automatique pour la location de sa voiture serait refusé. Je ne détruisais rien. Je retirais simplement ma participation, calmement, méthodiquement, la laissant découvrir, pièce par pièce, à quel point sa vie confortable avait été bâtie sur mon silence. Elle pensait que mon calme de la veille signifiait que je m'en fichais. Elle allait apprendre que cela signifiait que j'étais déjà passé à autre chose. Dès le lundi matin, le monde de Valérie commençait à s'effilocher. Je le savais parce que je l'avais conçu ainsi. Chaque fil que je tenais depuis des années, je le lâchais maintenant un par un, regardant combien de temps il lui faudrait pour remarquer que la structure s'effondrait. Je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai vérifié les emails,
passer en revue les rapports financiers, assister à la réunion opérationnelle du matin. Mon assistante, Karine, m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que je ne m'étais jamais senti aussi bien, et je le pensais vraiment. Vers 10 heures, mon téléphone a commencé à vibrer. Valérie. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel. Puis 3 textos en succession rapide. Le spa a appelé. Ils ont dit que le paiement a échoué. Ma carte a été refusée au supermarché. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as fait? J'ai empoché mon téléphone et me suis remis au travail. Au déjeuner, j'ai conduit jusqu'au cabinet de mon avocat. Pas le notaire de famille que nous utilisions ensemble. Un autre. Philippe Delorme, spécialiste du divorce, ancien procureur. Le genre d'avocat qui ne prenait pas de dossier qu'il ne pouvait pas gagner. Son bureau était en centre-ville, au 4e étage d'un immeuble haussmannien, fenêtre donnant sur le fleuve. Professionnel, intimidant, exactement ce qu'il me fallait. Jean-Luc, a-t-il dit en me serrant la main. Ravi de vous voir. Asseyez-vous. J'avais contacté Philippe il y a 3 mois. J'avais exposé la situation dans les grandes lignes. Soupçon d'infidélité. Besoin de protection des actifs. Il m'avait donné une feuille de route. Tout documenté. Sécuriser les finances. Attendre la confirmation. Maintenant, je l'avais. Elle a avoué, ai-je dit en m'installant dans le fauteuil en cuir face à son bureau. Samedi soir. Elle l'a dit carrément. Une aventure d'un soir, et elle le referait. Philippe a hoché la tête lentement, prenant des notes sur son bloc. Des témoins. Juste moi. Mais j'ai des enregistrements. Il a haussé un sourcil. Enregistrement? Système de sécurité domestique. Audio et vidéo. Elle ne sait pas que ça sauvegarde sur un stockage cloud. J'ai toute la conversation. Il a posé son stylo. C'est solide, même si c'est délicat au pénal, pour un divorce pour faute, c'est une pièce maîtresse dans le contexte. Qu'avez-vous d'autre? J'ai sorti une clé USB de ma mallette, je l'ai glissée sur son bureau. Relevé bancaire montrant des dépenses irrégulières, frais d'hôtel sur sa carte de crédit, SMS entre elle et un certain Travis Keller. C'est un consultant dans l'agence de marketing de son ami. Ils se sont rencontrés à un événement réseau il y a 8 mois. Philippe a branché la clé, ouvert les fichiers sur son ordinateur. Il les a fait défiler silencieusement, son expression impassible. Après plusieurs minutes, il a levé les yeux. C'est complet. Très complet. Je suis contrôleur de gestion, ai-je dit. Les détails, c'est mon métier. Il a souri légèrement. Eh bien, votre souci du détail va vous faire économiser beaucoup d'argent et de maux de tête. Avec ces preuves, nous pouvons demander un divorce pour faute. L'adultère est toujours une faute grave. Ça affectera la prestation compensatoire, le partage des biens, tout. Bien. Je veux aller vite. À quelle vitesse? J'ai déjà gelé les comptes joints. Elle a probablement compris maintenant. Je veux que la requête soit déposée d'ici la fin de la semaine. Philippe s'est adossé à sa chaise, m'étudiant. Vous comprenez que ça va devenir moche. Elle va riposter. Quelle riposte? Et la voix amiable? Il a hoché la tête. D'accord. Je rédige la requête aujourd'hui. Nous inclurons les preuves d'adultère, demanderons des mesures conservatoires sur les mouvements d'actifs et déposerons la demande de divorce. Vous devrez être prêt pour sa réponse. Je suis prêt. Nous nous sommes serrés la main. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que depuis des mois. La machine était en marche maintenant. Légale, méthodique, irréversible. Quand je suis retourné à ma voiture, j'avais 14 appels manqués de Valérie. Je les ai tous effacés sans les écouter. Elle voulait mon attention. Maintenant elle l'avait, juste pas celle qu'elle espérait. Valérie m'attendait quand je suis rentré ce soir-là, pas dans la cuisine, pas à l'étage, mais dans le salon, assise sur le canapé, les bras croisés et le visage figé dans cette expression que j'avais vue 1000 fois auparavant. Celle qui disait qu'elle était la personne raisonnable et que j'étais difficile. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai posé ma mallette, enlevé ma veste, je l'ai accrochée au porte-manteau.
De quoi? Ne joue pas à l'idiot, Jean-Luc. Tu sais exactement de quoi. Je suis passé devant elle pour aller dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur, sorti une bouteille d'eau. Elle m'a suivi, ses talons claquant sur le carrelage. Tu m'as bloqué l'accès à nos comptes, a-t-elle dit, la voix montant. As-tu une idée d'à quel point c'était embarrassant? Ma carte a été refusée à l'épicerie fine devant des gens que je connais. J'ai bu une gorgée d'eau, je l'ai regardé calmement. Tu aurais dû garder un fonds d'urgence séparé. C'est la base de la gestion financière. Son visage a rougi. C'est notre argent, Jean-Luc. Tu ne peux pas juste me bloquer. En fait, je peux. Et je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je t'ai dit la vérité? Parce que j'ai été honnête? J'ai posé la bouteille d'eau sur le comptoir. Tu appelles ça de l'honnêteté? Me faire asseoir à dîner, avec ce petit sourire en coin pendant que tu me dis que tu m'as trompé et que tu le referais? Ce n'est pas de l'honnêteté, Valérie. C'est de la cruauté. Je pensais que tu pourrais le gérer. Tu es toujours si calme, si contrôlé. Je pensais que tu t'en ficherais. Tu as mal pensé. Elle s'est approchée, sa voix tombant dans quelque chose de presque suppliant. Jean-Luc, allez. C'était une erreur. Une nuit, ça ne voulait rien dire. Alors pourquoi as-tu dit que tu le referais? Elle a hésité. Je ne sais pas. J'étais en colère. Je me sentais piégé. Tu travailles toujours concentré sur tout sauf moi. Donc, tu m'as trompé. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit en croisant son regard. Tu as fait un choix, et maintenant je fais le mien. Son expression a changé, la peur s'insinuant derrière la colère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement te trouver un avocat. La couleur a quitté son visage. Un avocat? Jean-Luc, tu n'es pas sérieux. Mortellement sérieux. Tu ne peux pas juste jeter 26 ans à la poubelle pour une nuit. J'ai repris mon eau, me dirigeant vers l'escalier. Je ne jette rien. Tu l'as déjà fait. Jean-Luc, attends. Je me suis arrêté, je me suis retourné. Tu sais quelle est la pire partie? Ce n'est pas la tromperie. C'est que tu pensais que j'étais trop faible pour faire quoi que ce soit. Tu pensais que tu pouvais me le dire en face, me regarder encaisser, et qu'ensuite on retournerait à la normale, comme si j'étais une sorte de paillasson. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'avais pas besoin de le dire. Je suis monté, j'ai fermé la porte de la chambre et je l'ai verrouillée derrière moi. Je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, sa respiration lourde. Finalement, elle a frappé. Jean-Luc, ouvre la porte. Je n'ai pas répondu. Jean-Luc, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier avec les enregistrements et j'ai écouté. Sa voix claire comme de l'eau de roche. J'ai eu une aventure d'un soir. Et honnêtement, je le referai. J'ai sauvegardé le fichier une fois de plus juste pour être sûr. Puis je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. Demain, Philippe déposerait la requête. D'ici la fin de la semaine, Valérie serait notifiée par huissier. Et d'ici la fin du mois, elle réaliserait que le mari calme et contrôlé qu'elle avait pris pour acquis s'était préparé en silence à démanteler tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler. Elle voulait de l'honnêteté. Elle allait en avoir plus qu'elle ne l'avait imaginé. Mercredi après-midi, l'enveloppe est arrivée. Une enveloppe Kraft simple. Pas d'adresse de retour, juste le logo d'un laboratoire étranger dans le coin. Je l'attendais, vérifiant la boîte aux lettres 2 fois par jour comme un adolescent nerveux attendant ses résultats d'examen. Je l'ai ouverte dans ma voiture, garée à 3 rue de la maison. À l'intérieur se trouvaient 2 rapports de laboratoire imprimés sur papier à en-tête officielle avec numéro de dossier et horodatage. Clinique, indiscutable. Le premier test montrait ce à quoi je m'attendais. Thomas, notre fils, 29 ans, lieutenant de police, ma fierté. 99,9% de probabilité de paternité. Mon sang, mon ADN. Mon fils. Le deuxième test était différent. Chloé, 22 ans, diplômée d'école de commerce, la fille que j'avais accompagnée lors de son premier jour de maternelle, à qui j'avais appris à faire du vélo, dont j'avais fait fuir les mauvais petits amis.
0% de probabilité de paternité. Exclu comme père biologique. Je suis resté assis là pendant 10 minutes à fixer les mots. Une partie de moi l'avait soupçonné. Chloé avait toujours eu un air différent, agi différemment. La famille de Valérie disait qu'elle tenait du père de Valérie, et j'avais accepté cette explication pendant 22 ans. Mais la chronologie m'avait toujours dérangé. Valérie était allée à un séminaire professionnel à Bordeaux 9 mois avant la naissance de Chloé. Elle était revenue différente, distante. J'avais refoulé ça, me disant que j'étais paranoïaque. Maintenant, j'avais la preuve. Mes mains étaient stables quand j'ai sorti mon téléphone et appelé Philippe. J'ai autre chose, ai-je dit quand il a répondu. Résultat ADN. Chloé n'est pas de moi. Silence à l'autre bout du fil. Vous en êtes certain? Le labo l'a confirmé. J'ai testé les 2 enfants. Thomas est de moi. Chloé non. Ça change tout. Comment voulez-vous gérer ça? J'ai regardé le rapport à nouveau, les chiffres qui réécrivaient 22 ans de ma vie. Je ne le dis pas à Chloé. Pas encore. Elle ne mérite pas de voir son monde détruit à cause des choix de sa mère. Mais je veux ça dans le dossier de divorce. Je veux que Valérie sache que je sais. Ce sera une sacrée carte à jouer. C'est elle qui a distribué les cartes. Je suis rentré chez moi. La voiture de Valérie n'était pas dans l'allée, ce qui m'arrangeait. Je suis allé dans mon bureau, j'ai scanné les rapports ADN et je les ai ajoutés au dossier grandissant que Philippe présenterait au tribunal. Puis je me suis assis sur mon bureau et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai pleuré. Pas pour Valérie, pas pour le mariage. Pour Chloé, la petite fille qui m'appelait papa depuis 22 ans. Qui appelait encore tous les dimanches pour parler de sa semaine, qui m'avait demandé de l'accompagner à l'hôtel un jour. La biologie ne changeait pas ce que nous avions construit. J'étais son père de toutes les manières qui comptaient. Mais Valérie nous avait volé quelque chose à tous les deux. Elle avait menti chaque jour pendant plus de 2 décennies. Et cette trahison coupait plus profondément que tout le reste. Quand Valérie est rentrée ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner. Elle est entrée prudemment, comme on approche un animal sauvage. Jean-Luc, a-t-elle dit doucement. Est-ce qu'on peut parler s'il te plaît? J'ai dressé mon assiette. Je ne l'ai pas regardée. Rien à dire. Il y a tout à dire. C'est notre mariage. Notre famille. Je me suis tourné vers elle. Parle-moi de Bordeaux. Son visage est devenu livide. Quoi? Il y a 23 ans. Ce séminaire où tu es allé à Bordeaux? Parlement. Elle a dégluti difficilement. Je ne comprends pas ce que ça a à voir avec. Qui est le père de Chloé, Valérie? Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. Aucun mot n'est sorti. C'est ce que je pensais, ai-je dit, et je suis passé devant elle avec mon assiette. Derrière moi, je l'ai entendu commencer à pleurer. Mais je ne me suis pas arrêté. Je ne l'ai pas réconfortée. Je ne lui ai pas donné l'absolution qu'elle voulait. Elle avait eu 22 ans pour me dire la vérité. Maintenant, elle allait devoir vivre avec les conséquences. Jeudi matin, Thomas s'est présenté à mon bureau. Il était en uniforme, arme de service visible. Cette expression sérieuse que les flics arborent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle ou de poser des questions difficiles. Mon assistante m'a appelé. Jean-Luc, votre fils est là pour vous voir. Fais-le entrer. Thomas a fermé la porte derrière lui. Ne s'est pas assis. Il est juste resté là, les bras croisés, me regardant comme il regardait probablement les suspects. Papa, qu'est-ce qui se passe? Je me suis adossé à ma chaise. Ta mère ne t'a pas dit? Elle m'a appelé en pleurant hier soir. Quelque chose à propos de tests ADN et de Bordeaux. Elle n'était pas très claire. J'ai affiché le rapport scanné sur mon ordinateur, tourné l'écran vers lui. Chloé n'est pas biologiquement de moi. Il a fixé le rapport pendant un long moment. Puis il s'est assis lourdement sur la chaise en face de mon bureau. Putain. Ouais. Est-ce que Chloé le sait? Pas encore. Je ne veux pas qu'elle le sache tant que je n'ai pas trouvé comment lui dire. Si je lui dis.
Thomas s'est passé une main sur le visage. C'est dingue. J'ai vu maman avec ce type il y a 1 an et maintenant ça. Depuis combien de temps elle ment? 22 ans apparemment. Il m'a regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. De la colère. Une colère brute et protectrice. Je suis désolé, papa. J'aurais dû dire quelque chose quand je l'ai vu. J'aurais dû. Ce n'est pas ta faute, fils. C'est la sienne. Quand même. Tu ne méritais rien de tout ça. Nous sommes restés assis en silence un moment. Puis Thomas s'est redressé. Sa mâchoire s'est crispée. Je suis avec toi. Quoi que tu aies besoin. Maman a fait ses choix. Tu es mon père. Point final. J'apprécie ça. Et pour Chloé? Quand vas-tu lui dire? Je ne sais pas encore. Peut-être jamais. Elle n'a pas besoin de porter ça. Thomas a hoché la tête lentement. Elle finira par le découvrir. Maman le lui dira probablement elle-même. Pour essayer d'obtenir de la sympathie. Quel essai. Chloé est intelligente. Elle verra clair dans son jeu. Tu vas garder une relation avec Nat après tout ça? J'ai croisé son regard. C'est ma fille. La biologie ne change pas ça. Je l'ai élevée. Je l'aime. Les mensonges de Valérie n'effacent pas 22 ans. L'expression de Thomas s'est adoucie. Tant mieux. Parce que Nat t'adore. Depuis toujours. Je sais. Il s'est levé, a ajusté son ceinturon. Je dois retourner bosser. Mais papa, sérieusement, quoi que tu aies besoin. Tu m'appelles jour et nuit. Nous nous sommes serrés la main. Puis il m'a serré dans ses bras. Le genre d'étreinte que les hommes se donnent quand les mots ne suffisent pas. Quand je l'ai lâché, il m'a regardé une dernière fois. Maman pensait que tu étais faible parce que tu es calme. Mais je t'ai observé toute ma vie. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Après son départ, je suis resté seul dans mon bureau à fixer le vide. Mon fils me soutenait. Ma fille, biologique ou non, était toujours ma fille. Et Valérie était sur le point de découvrir que détruire une famille a des conséquences. L'huissier serait à la maison dans 2 heures. D'ici ce soir, elle tiendrait les papiers du divorce. D'ici la semaine prochaine, elle serait assise en face de son propre avocat, essayant de comprendre à quel point elle avait mal calculé son coup, et j'avancerais sans elle, sans les mensonges. Enfin libre. La descente aux enfers de Valérie s'est accélérée au cours de la semaine suivante. J'ai regardé ça de loin à travers les textos de Thomas, les appels des voisins, les rapports du cabinet de Philippe. Elle était devenue erratique, désespérée, faisant des mouvements qui ne faisaient que creuser son trou plus profondément. D'abord, elle a essayé d'accéder à nos comptes d'épargne retraite, les a trouvés bloqués, a appelé la banque, exigé qu'ils rétablissent son accès. Ils l'ont renvoyée vers leur service juridique. Le service juridique l'a renvoyée vers moi. Elle m'a laissé 8 messages vocaux ce jour-là seulement. Je n'en ai écouté aucun. Puis elle est allée à notre club de tennis, celui où nous étions membres depuis 15 ans. Elle a essayé de mettre le déjeuner sur notre note. La carte a été refusée. Elle a fait une scène. Selon Marguerite du bureau de Philippe, dont la sœur travaillait là-bas, elle a haussé le ton sur l'hôtesse, exigé de parler au directeur, prétendu que je l'abusais financièrement. Ils lui ont poliment demandé de partir. Mercredi, elle avait engagé un avocat, pas un bon. Un certain Richard Benamou, qui faisait de la pub sur les arrêts de bus. Philippe a dit qu'il s'était renseigné sur lui. 3 ans de barreau, traité surtout des délits routiers et des petits litiges. S'attaquer à Philippe avec lui, c'était comme apporter un couteau à beurre dans une fusillade. Jeudi après-midi, j'ai reçu un appel de Chloé. Elle était rentrée de Paris où elle travaillait dans son premier vrai job après son école de commerce. Coordinatrice marketing pour une start-up tech. Elle semblait épuisée. Papa, on peut se voir? Juste toi et moi. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville, le genre avec des murs en briques apparentés délateurs de prix. Chloé avait l'air fatiguée, les yeux rouges comme si elle avait pleuré dans le train. Maman m'a appelé, a-t-elle dit après que nous nous soyons assis. Elle m'a dit que tu divorçais à cause d'une seule erreur.
Elle a dit que tu étais vindicatif et cruel. J'ai bu mon café, j'ai attendu. Puis j'ai appelé Thomas. Il m'a dit la vérité sur la liaison. Sur les mensonges. Sur. Elle a fait une pause, a dégluti difficilement. Sur Bordeaux. Sur le test ADN. Mon cœur s'est serré. Thomas n'aurait pas dû te dire ça. Si, il devait le faire. Je mérite de savoir. Elle m'a regardé directement, les larmes commençant à monter. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que tu n'avais pas besoin de porter ce poids. Je ne suis plus une enfant, papa. J'ai 22 ans. Je peux encaisser la vérité. Le peux-tu? Elle a essuyé ses yeux. Je ne sais pas. Là, tout de suite, j'ai l'impression que toute ma vie a été un mensonge. Mais ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Chloé. Tu es mon père, a-t-elle dit fermement, la voix brisée mais forte. Je me fous de ce qu'un test ADN raconte. C'est toi qui m'as appris à faire du vélo, qui as assisté à chaque gala de danse, chaque match de volley, chaque réunion parents-prof. C'est toi qui m'as aidé à emménager dans ma chambre d'étudiante et qui a pleuré quand tu as dit au revoir. C'est ça qui compte. J'ai tendu la main à travers la table, j'ai pris la sienne. Tu es ma fille. Rien ne change ça. Est-ce que le père biologique le sait? Je ne sais même pas qui c'est. Ta mère ne l'a jamais dit. Elle a retiré sa main, la colère brillant dans ses yeux. Bien sûr qu'elle ne l'a pas fait, parce que c'est une lâche. Elle a eu 22 ans pour nous dire la vérité à tous les deux et elle a choisi de continuer à mentir. Je suis désolé que tu aies dû l'apprendre comme ça. Je ne le suis pas. Je suis content de savoir, parce que maintenant je comprends pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas de la vindicte ou de la cruauté. C'est du respect de soi. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle m'a parlé de son travail, de son appartement, du type qu'elle voyait. Une conversation père-fille normale malgré les circonstances anormales. Quand nous nous sommes serrés dans les bras sur le parking, elle m'a tenu fort. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Je ne vais pas voir maman pendant un moment. Je ne peux pas. Pas tant que je n'aurai pas compris comment digérer tout ça. C'est ton choix. Je ne t'influencerai pas dans un sens ou dans l'autre. Elle a reculé, m'a regardé avec quelque chose ressemblant à de l'admiration. Thomas avait raison. Tu es plus fort que ce que tout le monde croit, y compris maman. Après son départ, je suis resté dans ma voiture un long moment. Ma fille, biologique ou non, m'avait choisi. Mon fils me soutenait, et Valérie découvrait que brûler les ponts vous laisse bloquer du mauvais côté de la rivière. Philippe a appelé ce soir-là. L'avocat de Valérie a déposé une réponse. Ni l'adultère, prétend que la réconciliation est possible, demande une pension alimentaire. Qu'il demande. Nous avons des preuves qui disent le contraire. D'accord. Nous déposerons notre contre-requête lundi. En attendant, son avocat veut nous rencontrer. Discussion de règlement à l'amiable. Déjà? Il sait qu'ils vont perdre. Il essaie de minimiser les dégâts. Pas de règlement. Ça va au tribunal. Vous êtes sûr? Ça coûtera plus cher, prendra plus de temps. Je suis sûr. Elle voulait jouer. Maintenant elle va voir comment ça finit. La semaine suivante, les amis de Valérie ont commencé à l'abandonner. J'en ai entendu parler par Karine, mon assistante, dont le mari jouait au golf avec Tom Renaud, dont la femme, Linda, était dans le club de lecture de Valérie. Les réseaux d'information de province sont meilleurs que n'importe quel système de surveillance. Linda avait apparemment confronté Valérie lors de leur réunion du mardi, lui avait demandé à brûle-pourpoint ce qu'il en était de la liaison, du divorce, si les rumeurs étaient vraies. Valérie avait essayé de tourner la chose à son avantage, de se peindre en victime de mon comportement contrôlant. Mais le mari de Linda était avocat et elle avait vu assez de divorces pour reconnaître le manuel du tricheur. Si tu as menti à ton mari pendant si longtemps, avait dit Linda, comment je sais que tu ne nous mens pas à nous? Le club de lecture l'a exclu par 8 voix contre 1, seule sa cousine Émilie ayant voté contre. Sa partenaire de tennis, Diane, lui a envoyé un texto disant qu'elle devait se concentrer sur d'autres priorités. Traduction, elle ne voulait pas être associée au scandale. Même sa coiffeuse,
selon les sources de Karine, était soudainement devenue complète quand Valérie a essayé de prendre rendez-vous. Valérie vivait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à affronter auparavant, des conséquences. Des vraies. L'exil social, la pression financière, la froide réalité que les actions ont des répercussions. Vendredi, elle m'avait laissé 17 messages vocaux et 2 fois plus de textos. Je n'en avais lu aucun. Philippe m'avait conseillé de continuer ainsi. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Laissez son avocat gérer la communication. Ce soir-là, j'ai dîné avec Thomas et sa femme Sarah chez eux, à l'autre bout de la ville. Chloé était repartie à Paris, mais nous a appelés en vidéo. C'était surréaliste d'être assis là avec mes enfants, à parler de leur mère comme d'une étrangère que nous avions connue autrefois. Elle m'appelle sans arrêt, a dit Sarah. Elle était infirmière, pragmatique et directe. Exactement le genre de femme dont Thomas avait besoin. Elle me demande de convaincre Thomas de te parler pour te faire changer d'avis. Je lui ai dit que je ne m'en mêlais pas, a dit Thomas. Bien. Ce n'est pas ton problème. Le visage de Chloé sur l'écran du téléphone semblait pensif. Tu penses qu'elle essaiera de contacter le père biologique? Pour l'utiliser contre toi d'une manière ou d'une autre? Elle pourrait, ai-je dit. Mais ça ne changera rien. Je t'ai élevé. La loi reconnaît la possession d'État. Même si elle le trouve, ça ne change pas la procédure de divorce. Et pour l'argent, a demandé Sarah. Je veux dire, tu l'as bloqué de partout. De quoi vit-elle? Elle a ses propres cartes de crédit. Celles que je ne connaissais pas, apparemment. Philippe a trouvé des relevés montrant environ 80 000 € de dette. J'ai bu une gorgée d'eau. Elle a dépensé de l'argent que nous n'avions pas pour un train de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. Quand ces factures arriveront à échéance, ce sera son problème. Thomas a secoué la tête. Je n'arrive pas à croire que j'ai grandi en pensant que vous aviez un bon mariage. Nous en avons eu un pendant un moment. Puis non. Je suis juste resté silencieux trop longtemps. Tu n'étais pas silencieux, a dit Chloé depuis l'écran. Tu étais patient. C'est différent. Après le dîner, Thomas m'a raccompagné à ma voiture. L'air nocturne était frais. Les étoiles visibles au-dessus des lampadaires. Papa, je dois te demander. Est-ce que tu vas bien? Vraiment bien? J'ai réfléchi à la question. Tu sais quoi? Oui. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas l'impression de marcher sur des œufs. Je ne me demande pas dans quelle humeur elle sera. Si elle me ment, si je suis fou de soupçonner des choses. Je vis juste ma vie. C'est paisible. Tant mieux. Tu mérites la paix. Toi aussi. Et Chloé aussi. Et Sarah aussi. Les choix de ta mère ne doivent pas nous empoisonner tous. Il m'a serré dans ses bras à nouveau. Cette étreinte solide qui me rappelait que j'avais élevé un homme bon. Je t'aime, P.A. Je t'aime aussi, fils. En rentrant chez moi, dans mon appartement temporaire, j'ai réalisé quelque chose. Valérie avait passé des semaines à essayer de me briser, à essayer de me faire regretter d'avoir demandé le divorce, à essayer de manipuler nos enfants pour qu'ils prennent son parti. Mais chaque mouvement qu'elle faisait ne faisait que repousser les gens plus loin. Elle était sa propre pire ennemie, et je n'avais rien à faire à part rester ferme et la laisser se détruire elle-même. La justice, j'ai appris, ne nécessite pas toujours d'action. Parfois, elle nécessite juste de la patience. L'audience de divorce était prévue pour un mardi matin fin octobre. Philippe m'avait prévenu que cela pourrait ne même pas aller jusqu'au procès si l'avocat de Valérie avait un peu de bon sens. Mais Richard Benamou croyait apparemment pouvoir accomplir un miracle sans preuve et avec une cliente coupable. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, avec des lambris, des néons, et le buste de Marianne dans un coin. La juge Patricia Armand présidait, une femme dans la soixantaine aux cheveux gris acier et à la réputation de rendre des jugements sans fioriture. Valérie était assise à l'autre table avec Benamou, portant une robe bleu marine conservatrice et peu de bijoux. Le costume de l'épouse lésée. Elle m'a jeté un coup d'œil quand je suis entré. Je ne l'ai pas relevé. Philippe a exposé notre cas méthodiquement. Il a présenté les images de sécurité de la confession de Valérie, les relevés bancaires montrant ses dépenses secrètes, les reçus d'hôtel, les SMS avec Travis Keller remontant à 9 mois. Chaque preuve était horodatée, documentée,
irréfutable. Puis il a présenté les résultats ADN. Madame la juge, nous avons la confirmation en laboratoire que la fille de la défenderesse, Chloé Mercier, n'est pas biologiquement liée à mon client. Madame Mercier a dissimulé cette information pendant 22 ans, maintenant un schéma de tromperie qui s'étend bien au-delà de l'adultère récent. Le visage de Valérie est devenu blanc. Benamou avait l'air d'avoir reçu une brique sur la tête. Il s'est levé, fouillant dans ses notes. Madame la juge, c'est eux. C'est une information hautement préjudiciable qui n'a aucune incidence sur la dissolution actuelle. Elle a toute son incidence, l'a interrompu Philippe doucement. Cela témoigne du caractère de Madame Mercier, de sa volonté de tromper et de son mépris total pour l'institution du mariage et de la famille. Ce n'était pas une erreur ou un moment d'égarement. C'était une malhonnêteté calculée et soutenue s'étendant sur des décennies. La juge Armand a étudié le rapport ADN. Puis elle a regardé Valérie. Madame Mercier, saviez-vous que l'enfant n'était pas de votre mari? L'avocat de Valérie lui a chuchoté quelque chose. Elle a hoché la tête, a parlé doucement. Oui, madame la juge. Et vous ne l'avez jamais révélé à votre mari? Non, madame la juge. 22 ans de mensonges. Le ton de la juge était plat, désapprobateur. Elle a posé le document. Continuez, maître Delorme. Philippe a souri légèrement. Madame la juge, compte tenu des preuves d'adultère, de la tromperie soutenue et de la dette personnelle importante de Madame Mercier de 80 000 €, nous demandons un divorce pour faute exclusive. Le refus de toute prestation compensatoire et une répartition des biens prenant en compte le préjudice moral subi par mon client. Benamou a essayé de répliquer, a appelé Valérie à la barre, lui a fait expliquer à quel point son mariage avait été difficile, comment j'étais émotionnellement distant, comment elle avait fait une erreur regrettable. Elle a pleuré sur commande, tamponné ses yeux avec un mouchoir. La juge Armand avait l'air peu impressionné. Puis Philippe a mené le contre-interrogatoire. Il était chirurgical, précis, ne lui laissant nulle part où se cacher. Madame Mercier, vous avez témoigné avoir fait une seule erreur. Combien de fois avez-vous rencontré Monsieur Keller? Je ne me souviens pas exactement. Nous avons la documentation de 17 visites d'hôtels séparées sur 8 mois. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire? Son avocat a objecté. La juge l'a rejeté. Et Madame Mercier, quand vous avez découvert que vous étiez enceinte de Chloé, avez-vous tenté de déterminer la paternité? J'ai supposé. Oui ou non, s'il vous plaît? Non. Donc, pendant 22 ans, vous avez permis à votre mari d'élever et de soutenir financièrement un enfant que vous saviez ne pas être le sien sans jamais lui donner l'option de connaître la vérité. Elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé ses mains. Pas d'autres questions, madame la juge. La juge a pris moins de 20 minutes pour délibérer. À son retour, son expression racontait l'histoire avant qu'elle ne parle. Je prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse. Aucune prestation compensatoire n'est accordée. Le partage des biens sera effectué en tenant compte des dommages et intérêts dus à Monsieur Mercier pour le préjudice moral. Madame Mercier reste seule responsable de toutes les dettes personnelles contractées en son nom. Monsieur Mercier conserve l'intégralité de ses droits à la retraite acquis durant le mariage. Le visage de Valérie s'est effondré. Benamou a commencé à se lever, probablement pour objecter, mais la juge a levé la main. L'audience est levée. C'était fini. À l'extérieur du tribunal, Philippe m'a serré la main. C'était l'une des victoires les plus nettes que j'ai eues depuis des années. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'ai levé les yeux vers le ciel. Clair et bleu malgré la fraîcheur automnale. Vivre ma vie. Enfin. 10 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma nouvelle maison, plus petite que l'ancienne, mais à moi seul, regardant Thomas m'aider à monter un nouveau barbecue. Chloé était à l'intérieur en train de préparer une salade de pommes de terre, et Sarah installait le mobilier de jardin que nous avions acheté la semaine dernière. La vie s'était installée dans quelque chose que je reconnaissais à peine. Paisible, simple, à moi. Le divorce avait été finalisé en novembre. Valérie avait déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, avait commencé à travailler comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Ses amis ne sont jamais revenus. Sa dette la suivait comme une ombre.
J'ai entendu par Thomas qu'elle avait essayé de recontacter Travis Keller, mais il avait bloqué son numéro. Il s'avère que les amants restent rarement quand le fantasme devient réalité. J'avais vendu l'ancienne maison. Partagé le produit selon l'ordonnance du tribunal. Acheté cet endroit comptant, pas d'emprunt, pas de lien avec le passé. 3 chambres, un jardin décent, un quartier calme. Tout ce dont j'avais besoin et rien de superflu. Passe-moi cette clé, a dit Thomas en pointant du doigt. Je lui ai passé, je l'ai regardé serrer le dernier boulon du barbecue. Merci pour le coup de main. Pas de problème, PA. Qu'est-ce qu'on fait griller de toute façon? Des côtes de bœuf. Les bonnes. Sympa. Chloé est sortie portant un saladier, suivi de Sarah avec des assiettes en carton. À table quand vous voulez. Nous nous sommes assis autour de la nouvelle table de jardin. Nous 4 mangeant et parlant de rien d'important. Le nouveau travail d'infirmière de Sarah. La promotion de Thomas au grade de capitaine. La prochaine présentation de Chloé au travail. Une conversation familiale normale, le genre qui m'avait manqué pendant des années. Tu as eu des nouvelles de maman, a demandé Chloé finalement, son ton soigneusement neutre. Non. Et toi? Elle a envoyé un texto la semaine dernière, a demandé si on pouvait se voir pour un café. Qu'est-ce que tu as dit? Que je n'étais pas encore prête. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Elle a piqué dans sa salade. C'est horrible? C'est honnête, ai-je dit. C'est tout ce que tu peux être. Thomas a levé sa bière. À l'honnêteté. Et à papa, qui nous a montré à quoi ressemble l'intégrité, même quand c'est dur. Nous avons trinqué. Sarah m'a souri. Tu as pensé à faire des rencontres? Sarah, a averti Thomas. Quoi? C'est une question légitime. Ce n'est pas un moine. J'ai ri. Peut-être un jour. Pour l'instant, j'apprécie juste le calme. Le calme est surcoté, a dit Chloé en souriant. Tu devrais te lancer. Tu es un bon parti, papa. Directeur financier, propriétaire, situation financière saine. Tu es fondamentalement une licorne sur le marché des rencontres. Je garderai ça à l'esprit. Mais la vérité était que je n'étais pas pressé. Pendant 26 ans, j'avais structuré ma vie autour des besoins, des humeurs et des demandes de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'avais le temps de découvrir ce que je voulais vraiment. Qui j'étais sans le poids d'un mariage en échec qui me tirait vers le bas. Plus tard, après que tout le monde fut parti et que le soleil se couchait, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière et mon téléphone. J'ai regardé les photos d'aujourd'hui. Thomas riant à quelque chose que Sarah avait dit. Chloé avec de la sauce sur le nez. Des moments normaux. Des moments heureux. Je pensais à Valérie parfois. Je me demandais si elle comprenait maintenant ce qu'elle avait jeté. Probablement pas. Les gens comme elle le font rarement. Ils sont trop occupés à réécrire l'histoire, à se faire passer pour la victime, refusant d'accepter que leurs choix ont des conséquences. Mais ce n'était plus mon problème. J'avais passé 8 mois à planifier ma sortie, à documenter les preuves, à monter un dossier. Et quand le moment est venu, je l'avais exécuté avec précision. Pas de cris, pas de drame, juste le démantèlement calme et méthodique d'une vie qui avait été bâtie sur des mensonges. Mon téléphone a vibré. Philippe. Croisez l'avocat de Valérie aujourd'hui. A demandé de vos nouvelles. Lui ai dit que vous alliez très bien. Il a dit Valérie galère. Pensais que vous devriez savoir. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai effacé. Ces galères n'étaient plus mon souci. J'étais libre. Vraiment libre. Et cette liberté valait bien plus que 26 années de faux-semblants ne pourraient jamais valoir. La nuit était fraîche. Les étoiles commençaient à apparaître au-dessus des arbres. J'ai fini ma bière, je suis rentré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Demain, j'irai travailler, je déjeunerai avec Karine qui était devenue une vraie amie ces derniers mois. Peut-être que j'irai à la salle de sport. Des choses simples, des choses paisibles, mais choses. Valérie avait voulu me détruire avec sa confession. Au lieu de cela, elle m'avait libéré, et je ne m'étais jamais senti aussi fort de ma vie.